Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez récupéré. Parce que moi c'est le cas, je me suis même un peu trop reposé à tel point que je vous ai oublié pour la première vidéo, mais c'est pas grave, puisque du coup je me rattrape, et on va du coup ensemble continuer. Excusez-moi, j'ai monté les deux étages en courant, et avec le confinement, le sport, c'est pas ouf. Avec en plus le ramadan, enfin bref, je vais pas raconter ma vie non plus. Donc du coup, vu que vous avez été nombreux, enfin la majorité, même l'unanimité, à vouloir continuer la trigo, du coup on va attaquer la partie 2 de la trigo. Donc on va mettre partie 2 trigo. Et bien sûr avant ça, je vais quand même faire quelques rappels nécessaires pour la partie 2. Alors donc la première partie, donc le grand A, ça va être cosinus et sinus d'un angle. Et donc avant de commencer cette partie, je dois vous faire un petit rappel sur le cercle trigo, sur l'axe, la droite des réels qui lui est associée, et sur la valeur des radians. C'est important. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est un rappel, même si après, ce rappel-là, je vais l'utiliser dans la suite du cours. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le dessiner, puisqu'on va l'utiliser pour le cours, mais moi, je vais tout d'abord l'utiliser pour le rappel. Alors, je vous rappelle, un cercle trigo, c'est un cercle qui a pour rayon 1. C'est-à-dire que si je me place ici et là, sur l'axe des abscisses, qui est ici, là j'ai 0, parce que c'est le centre du repère, c'est le centre du cercle, et ici je suis à 1, et là je suis à moins 1. Maintenant, rappelez-vous, on a dit que ce cercle trigo était associé à une droite des réels, et si sur cette droite-là, on a fait correspondre cet endroit-là à la valeur 0. Et sur cet axe-là, on va essayer d'exprimer tous les réels en fonction de pi. Pourquoi en fonction de pi? Tout simplement parce que ici, si mon cercle trigo a un rayon de 1, il a un périmètre de 2pi. C'est-à-dire que le périmètre, c'est 2pi, et même plus généralement, l'arc de cercle, n'importe quel arc de cercle, ça va être une fraction du périmètre, et vu que le périmètre est en fonction de 2pi, cet arc de cercle va être en fonction de 2pi. Donc c'est pour ça que tous les réels qui sont là, on va essayer de les exprimer sous la forme d'une fraction en fonction de 2pi. Et ce qu'on avait dit, en fait, c'est que cet axe des réels, qui était ici en rouge, on va l'enrouler autour du cercle. On va l'enrouler de cette manière-là pour les nombres positifs, et de cette manière-là pour les nombres négatifs. Ce qui nous est déterminé deux sens. Un sens dit direct, qui correspond au sens positif. Pourquoi? Parce qu'on enroule les nombres positifs, en fait, comme ça. Et un sens indirect ou anti-trigonométrique, qui du coup, non trigonométrique, excusez-moi, qui du coup, correspond à l'enroulement des nombres négatifs. Donc, un sens positif, un sens négatif. Et du coup, en fait, si je place ici un point M, on est d'accord, ce point M là, on va dire il a X en abscisse. Cette valeur X là, quand je vais venir enrouler la droite autour du cercle, si mon point M, je le retrouve ici, ça veut dire que le X, c'est cette longueur de l'arc de cercle là. Ça veut dire que si je découpais concrètement ici, et que j'étirais, parce que ici c'est un cercle, donc forcément, c'est pas tout droit. Ici, donc, si je coupe et j'étire, je vais retrouver exactement ma longueur X, mon abscisse X. Ça, c'est le premier rappel qu'il faut faire. Le deuxième, c'est le radian. Excusez-moi. Un radian, c'est quoi? Un radian, on a dit que c'était la valeur en degrés ici, pour avoir la longueur d'arc de cercle correspondant à 1. C'est-à-dire que si j'ai 1 radian ici,
eh ben ça veut dire que ma longueur ici d'arc de cercle vaut 1. Donc si jamais je suis ici, eh ben ici, j'ai une longueur ici qui vaut pi sur 2. Comment je sais ici que j'ai une longueur qui vaut pi sur 2? Bah par proportionnalité. Je sais que la totalité du périmètre de mon cercle vaut 2pi. Ici, je suis à 1/4 du périmètre, donc à 1/4 de pi sur 2, de pi, c'est-à-dire pi sur 2. Ici, j'ai pi sur 2. Et bien ici, mon angle en radian, c'est pi sur 2. En fait, quand vous avez la longueur ici de votre arc de cercle, donc par exemple ici, on a dit que c'était pi sur 2, et ben vous avez un angle de pi sur 2 radians. Vous avez juste à reprendre la longueur de l'arc de cercle et à rajouter rad après. Et bien sûr, on a donc appris à faire une correspondance entre les angles en degrés et les angles en radians. Tout simplement parce que c'était proportionnel. On sait que pi sur 2 c'est 90 degrés, que pi c'est 180 degrés, que 2pi radian ça correspond à 360 degrés. Vous prenez la base que vous voulez, ça nous a permis après de convertir des mesures des degrés en radians ou des radians en degrés. Ok. Donc on va utiliser cette figure-là pour parler des cosinus et sinus d'un angle. C'est très important. Et donc pour ça, la figure, je vais l'alléger un peu, puisque la seule figure que je vais utiliser, je vais enlever ici tout ce qui est en rouge, sauf l'axe des réels que je vais retracer, hein, c'est pas gênant. Je vais ici essayer de refaire mon cercle qui soit pas trop amoché. J'ai déjà fait pire. Ouais, j'ai même... C'est pas grave, de toute façon vous êtes habitués à ce que je sois nul en dessin, donc en soi... C'est une bonne chose que je vous ai habitué à la nullité de mon art. Oh, attendez 2 secondes. Excusez-moi, j'ai eu un petit animal à 4 pattes poilues qui m'embête pour rentrer et sortir de ma chambre. Et bien sûr, maintenant il va vouloir sortir. Bon, bref, il se débrouillera. Alors, nous, ce qu'on va voir, du coup, c'est on va parler du cosinus et sinus d'un angle, parce que en fait, en raison du cercle trigonométrique, parce qu'on a un rayon qui vaut 1, eh ben, il y a quelque chose de particulier qui se met en place, et il y a des propriétés entre cosinus et sinus qui se mettent en place. Chut. Donc ici, on va se placer comment? On va tout simplement placer un point M. Ici, hein, il a toujours X en abscisse. D'accord? Donc on va placer M entre parenthèses X, juste pour dire que le point M a X en abscisse. Ce point M là, on va le projeter sur le cercle trigo. Donc je vais me retrouver avec un point M ici. Et qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben je vais avoir ici un arc de cercle. Un arc de cercle qui vaut X. Ici. Ce qui veut donc dire que l'angle qui est ici, c'est X radian. Ensuite, au-delà de ça, ce qu'on va faire, on va tracer 2 triangles rectangles. Ce premier, donc celui-là, hein, si je dois le faire tout en vert, ce serait ce triangle rectangle-là. Donc on va donner ici un nom, on va dire que c'est A. Donc on est tous d'accord, le triangle AOM est rectangle en A. Et en parallèle, on va aussi faire la même chose ici. Et mettre un point B, ce qui va nous donner ici un deuxième triangle rectangle, qui est le triangle rectangle OBM. Alors je vais vérifier juste si vous voyez quand même assez bien. Si le rendu est suffisamment grand, ouais, je vais le faire en plus grand quand même.
c'est jamais des fois que vous soyez un peu aveugle, ou juste malvoyant, ou juste vous avez passé toute votre nuit à regarder Netflix et du coup vos yeux sont pas très performants, on sait jamais, bref. Donc on va faire un cercle. On va faire ici notre axe. Oh, c'est presque joli. Non, complètement pas. Carrément pas. Donc ici on a dit qu'on plaçait un point M d'abscisse X. Qu'on renvoyait ici le point M sur le cercle. Ce qui veut donc dire que ici, j'ai une valeur de X qui est la même que là. Hein, que du coup, ici j'ai une valeur de X radian. Et à partir de là, on a dit qu'on construisait deux triangles rectangles. Un comme ceci. Et un autre comme ceci. Donc on a ces deux triangles là. Et en fait, on est bien d'accord, le point M, bon, il a X sur cette valeur d'arc de cercle là, mais on est bien d'accord, ce point M là, il est dans un repère, il est dans mon repère bleu. Ce point M là a une abscisse et une ordonnée. L'abscisse du point M, eh ben, c'est tout simplement l'abscisse du point A. L'ordonnée du point M, c'est tout simplement l'ordonnée du point A. C'est pour ça que j'ai tracé ici des choses perpendiculaires. Ça va nous permettre de faire quelque chose, et vous allez voir quoi. Alors en fait, si je regarde ici, cette valeur de X là, nous on considère qu'on la connaît. D'accord ? C'est quelque chose qu'on va vous donner dans l'énoncé. C'est quelque chose que vous connaissez. Et en fait, on va exprimer l'abscisse et l'ordonnée du point M en fonction de X. Donc ici, le but de l'exercice, le but de cette première partie de cours qui va être très très courte, hein, vous allez voir, c'est d'être capable d'exprimer en fonction de X l'abscisse et l'ordonnée du point M. Et pour ça, j'ai tracé ici des triangles rectangles. Pourquoi des triangles rectangles ? Tout simplement parce que ça va nous aider, parce qu'il y a des valeurs qu'on connaît. Et du coup, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement, après bien sûr, s'être rappelé que le titre du chapitre c'est trigonométrie, hein, et que le grand 1 c'est cosinus et sinus d'un angle, bien sûr, je vais vous demander de mettre sur pause et d'essayer ici d'exprimer l'abscisse et l'ordonnée du point M en fonction de X. Donc je laisse mettre sur pause. Alors du coup, en fait, nous ce qu'on va avoir, on va commencer tranquillement, on va commencer par se placer sur le triangle vert. Donc alors là, bien sûr, je me retrouve avec un petit tableau. Donc ce que je vais faire, on n'a besoin que de la partie supérieure du cercle. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais en mettre ici O et ici c'est A. Alors, ici, on va se placer dans le triangle vert, donc dans le triangle OAM. Alors, donc OAM est rectangle en A. Alors, si OAM est rectangle en A, ça veut dire que tout ce que vous avez vu sur la trigo en troisième, cosinus, sinus, tangente, c'est applicable dans ce triangle-là. Du coup, nous, ce qu'on va faire ici, ce qu'on veut, c'est trouver l'abscisse du point M ou l'ordonnée du point M, soit l'un, soit l'autre. Je vous ai dit, l'abscisse du point M, c'est la même chose que l'abscisse du point A. Donc, si j'arrive à trouver l'abscisse du point A, j'ai gagné. L'abscisse du point A, on est d'accord, le O qui est ici, c'est le centre du repère. Ça veut dire que l'abscisse du point A, c'est tout simplement la longueur OA. Prenez un repère quelconque, placez un point A ici, placez un point O ici. Si votre point A il a 3 en abscisse, la longueur OA c'est 3. Si vous ne me croyez pas, faites-le, ou sinon utilisez la formule OA égale racine carrée. Ouais, vous complétez, vous verrez que, en fait, à chaque fois,
c'est tout simplement chercher la longueur ici OA, c'est tout simplement l'abscisse du point A. On peut le faire, hein. On va le faire, hein, parce que, après tout, il y a des personnes qui peuvent être sceptiques, hein. Donc ici, on va le faire, la longueur OA, on est d'accord, si je devais faire la racine carrée, pour calculer, bah ce serait YA moins YO au carré, plus XA moins XO, le tout au carré. Alors si on regarde YA, bah, l'ordonnée du point A c'est 0. Moins bah, l'ordonnée du point O. L'ordonnée du point O c'est aussi 0. Donc si j'ai 0 moins 0, ça fait 0. 0 au carré, ça reste 0. Donc tout ça là c'est 0, j'ai plus. Alors XA, bah, c'est XA, hein, tout simplement. Moins XO, bah, XO c'est 0. Donc je me retrouve avec 0 au carré, donc 0, plus XA moins 0, le tout au carré, ça me donne XA au carré. Donc tout ça, ça se simplifie sous la forme XA au carré. Donc j'ai la longueur OA, c'est racine carrée de XA au carré. Bah, bien sûr ici, le carré et la racine carrée s'annulent. Et donc vous retrouvez bien ce que je vous ai dit, hein. La longueur OA, c'est tout simplement l'abscisse du point A. Donc ici, nous ce qu'on veut, c'est l'abscisse du point M. L'abscisse du point M, c'est la même chose que l'abscisse du point A. Et l'abscisse du point A, c'est la longueur OA. Donc ici, nous, ce qu'on veut au final, c'est tout simplement trouver une manière d'exprimer la longueur OA en fonction de X. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction cosinus. Pourquoi? Eh bien, parce que je connais cet angle-là, je sais que c'est X degrés. Enfin, c'est X degrés. Oui, X degrés. Et donc, du coup, en fait, ce que je veux, moi, c'est exprimer en fonction de X, donc il faut que j'ai mon X dans mon égalité. Et pourquoi je vais utiliser cosinus? Eh bien parce que cet angle-là, l'angle AOM, que je dois utiliser, qui vaut X, eh bien, tout simplement, j'ai cet angle-là, je veux connaître le côté adjacent de cet angle-là, et je connais l'hypoténuse, puisque OM, c'est un rayon du cercle, et que mon cercle est de rayon 1. Donc, autrement dit, je vais utiliser une fonction qui relie hypoténuse et côté adjacent, et ben, la seule fonction trigonométrique qui relie côté adjacent et hypoténuse, c'est forcément cosinus. Donc, or, cosinus de MOA, c'est égal à, du coup, OA sur OM. Et donc, du coup, on va se retrouver avec quoi? Ici, quand je vais simplifier, ben, je vais me retrouver avec cosinus de X, qui va être égal à quoi? Et bien, qui va être égal à OA, c'est-à-dire, en fait, l'abscisse du point A, c'est-à-dire, en fait, l'abscisse du point M, XM, sur OM. OM, on a dit que c'était 1, donc, je n'ai plus besoin de l'écrire. Parce que divisé par 1, ça ne change rien. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Et bien, on trouve, en fait, que, tout simplement, l'abscisse du point M, et ben, c'est le cosinus de X. Par contre, ici, X, il faudra le mettre en degrés. Ou alors, si vous voulez le mettre en radian, vous pouvez aussi le mettre en radian, hein, puisque X ici peut être utilisé en radian. Dans ce cas-là, il faudra juste bien régler votre calculatrice en radian. C'est-à-dire, en fait, que si vous avez votre X ici qui est en degrés, il va falloir, quand vous allez utiliser cosinus X, mettre votre calculatrice en degrés. Si vous avez cette valeur de X là en radian, eh ben, vous allez devoir configurer votre calculatrice en radian. Moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de la garder en radian, votre calculatrice. Tout simplement, ici, si vous avez la valeur en degrés, eh ben, convertissez-la en radian. Ce sera toujours plus simple, parce que, en fait, nous, ce qui va souvent le plus nous intéresser, c'est de trouver la longueur ici. Et cette longueur-là, je vous ai dit, c'est exprimé en fonction de pi, et l'unité d'angle qui est exprimée en fonction de pi, c'est pas les degrés, c'est les radians. Donc voilà, moi, c'est un conseil. Faites tout le temps en sorte de convertir vos degrés en radians, sauf si, dans la consigne, on vous demande naturellement quelle est la valeur en degrés. Dans ce cas-là, eh ben, vous gardez les degrés. Après, à vous de vous adapter aussi. Donc ici, ce qu'on trouve, et ce qu'on va noter hein, en rouge, c'est du coup, ainsi, l'abscisse de M, entre parenthèses, notez X petit m,
correspond à cosinus x. Voilà, donc là on a fait notre première étape. Hein. Je vous avais dit, le but c'était d'exprimer en fonction de x l'abscisse et l'ordonnée du point M. Là on a fait pour l'abscisse du point M. On l'a fait sur l'abscisse du point M en se plaçant sur un de nos deux triangles pour trouver une de nos deux coordonnées. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est à nouveau de mettre sur pause pour ceux qui n'ont pas réussi à trouver l'ordonnée. Mettez sur pause et placez-vous dans le triangle noir et essayez de trouver l'ordonnée du point M. Bon alors, du coup, ouais, je vais tout effacer, ce sera plus simple. Alors, donc ici, nous ce qu'on veut trouver, c'est l'ordonnée du point M. Pourquoi l'ordonnée? Parce que tout simplement l'abscisse on l'a trouvé et que mon but c'est de trouver les deux coordonnées. L'ordonnée du point M, vous êtes d'accord avec moi, c'est la même chose que l'ordonnée du point B. Pourquoi? Parce qu'on a tracé quelque chose de perpendiculaire. Cette ordonnée-là, pareil, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais l'ordonnée du point B, c'est la même chose que la longueur OB. Si vous ne me croyez pas, par contre cette fois-ci je ne vais pas le faire, hein, faites le calcul de OB, avec calcul de la racine carrée. Vous allez voir comme tout à l'heure que tout va se simplifier, sauf qu'on va se retrouver avec racine carrée de YB au carré, et donc ça va se simplifier, on va donc retrouver notre OB égale YB. Vous voulez le faire, faites-le. Donc nous en fait ce qu'on veut, ici c'est trouver... Il y a beaucoup plus simple en fait. Oui, c'est bon, je sais. Ça y est, c'est bon. En fait, on va pas forcément... On va naviguer un peu dans les deux triangles, j'étais pas obligé de faire le deuxième. Hein. On va rester sur celui-là, en fait, on est d'accord, la longueur OB, c'est la même chose que la longueur MA. Donc je reprends pour être sûr que vous me suivez bien. Moi, ce que je veux, c'est l'ordonnée du point M. Bon, l'ordonnée du point M, c'est la même chose que l'ordonnée du point B. L'ordonnée du point B, on a dit que c'était la même chose que la longueur OB. La longueur OB, c'est la même chose que la longueur MA. Pourquoi? Parce que ici, OAMB est un rectangle. Pourquoi c'est un rectangle? Parce que c'est l'association de deux triangles rectangles. Et dans un rectangle, les deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc ici, OB est égal à MA. Donc du coup, en fait, l'abscisse du point M, c'est tout simplement la longueur MA. Et moi, je vais toujours me replacer dans ce triangle-là, OMA. Donc alors, OMA est rectangle en A. Alors, pourquoi est-ce que je me place dans le triangle vert et pas dans le triangle noir? Tout simplement parce que si je me plaçais dans le triangle noir, ici, cet angle-là, bon, je le connais quand même un peu, hein, c'est 90 moins X, puisque c'est ce qui reste pour former 90 avec l'angle X. Et moi, ce que je veux, c'est exprimer en fonction de X, pas exprimer en fonction de 90 moins X. Donc c'est pour ça que je suis obligé de rester dans le triangle vert. Donc OMA est rectangle en A. Moi, ce que je veux ici, à partir de mon angle X, c'est trouver la longueur MA, c'est-à-dire le côté opposé, alors que je connais quelle longueur? Je connais toujours la longueur de l'hypoténuse qui vaut 1. Donc je vais utiliser ici la fonction qui va relier opposé et hypoténuse, c'est-à-dire sinus. Or, sinus de l'angle MOA, ça va être égal à quoi? On a dit opposé sur adjacent, donc opposé sur hypoténuse, AM sur OM. Soit ici, en fait, on va se retrouver avec sinus X, qui va être égal à, donc on a dit AM, c'est la même chose que XM, que YM, excusez-moi, l'ordonnée du point M. Donc ici, on a l'ordonnée du point M divisé par OM. OM, c'est le rayon du cercle, c'est 1. Et divisé par 1, du coup, ça change rien. Donc, du coup, on se retrouve avec sinus X égale YM. Et donc, du coup, ainsi, on va réécrire la même chose, sauf en changeant abscisse par ordonnée, hein, et cosinus par sinus. Voilà. Donc tout ça pour dire que en fait, quand vous avez votre point, quand vous mettez un point sur votre cercle,
vous pouvez avoir accès à ces coordonnées à condition de connaître la valeur de l'angle. Si vous connaissez la valeur de l'angle, eh ben, vous pouvez trouver ces coordonnées. La valeur de l'angle, je vous le rappelle, ben, soit vous la mettez en radians, soit vous la mettez en degrés, à condition du coup de régler correctement votre calculatrice. Si du coup on se place avec notre calculatrice en radians, eh ben, les valeurs qu'on aura ici pour l'ordonnée et l'abscisse, eh ben, ça va être quelque chose qui va varier entre 1 et moins 1. On va voir après pourquoi. Mais là, ce qui est important de retenir, c'est que, tout simplement, on va réécrire ces phrases-là dans l'autre sens. Enfin, je vais vous les dicter, parce qu'il faut aussi un peu que vous soyez actifs. Hein. Puis moi, ça me permet de me reposer. Donc du coup, je vais effacer ça. On va écrire définition. Et en fait, les définitions, bah, ça va être les deux phrases rouges qu'on a écrites, mais dans l'autre sens, tout simplement. Donc alors, nous, ce qu'on a fait, eh ben, on a tout simplement pris une valeur, on a pris un réel, x, qui était sur la droite, et ce réel-là, on lui a fait associer un point du cercle trigo. Et sur ce point du cercle trigo, ben on avait vu que l'abscisse de ce point, c'était le cosinus du réel, puisque c'était le cosinus de x, et que du coup l'ordonnée, son ordonnée, c'était le sinus du réel. Donc du coup, ce qu'on va noter, les deux définitions que je vais vous dicter, ça va être les suivantes. Le cosinus, donc première définition, le cosinus du réel x est l'abscisse du point M, et on note cosinus x. Donc le cosinus du nombre réel x est l'abscisse de M, et on note cos x. Le sinus du réel x est l'ordonnée de M, et on note sinus x, enfin sin x. Donc le sinus du nombre réel x est l'ordonnée de M, et on note sin x. Le cosinus du nombre réel x est l'abscisse de M, et on note cos x. Donc voilà, vous avez les deux. Donc ces deux définitions, c'est en fait tout simplement ce qu'on a fait. Hein. Tout simplement dire que eh ben, sur mon axe des réels, je prends un nombre, n'importe lequel. Ça va me donner l'abscisse du point de la droite des réels. Ce point-là, je le mets sur le cercle trigo. Ça va me donner notre fameux point M hein, qu'on avait. Et bien ce point M, il a une abscisse et une ordonnée. L'ordonnée, ça correspond à sinus de x. Et l'abscisse, ça correspond à cosinus de x. Et bien sûr, ici, quand on dit ça, eh ben, c'est qu'on est forcément en radian. D'accord? Puisque on a dit que l'abscisse ici, c'était x, qu'on l'a retrouvé sur l'arc de cercle. Et si on se base sur l'arc de cercle en regardant le x en arc de cercle, c'est qu'on a un angle ici qui vaut x, pas degrés, mais x radian. Donc ici, bien sûr, vous vous placez en radian. Donc sur votre calculatrice, vous êtes en radian. Donc ça, c'était la définition. Maintenant, on va voir quelques petites propriétés, en fait, qui découlent de ces définitions-là, de la situation dans laquelle on se place, c'est-à-dire de la situation un peu particulière du cercle trigo. Donc on va mettre petit 1, propriété. Et là, on va encore retracer un cercle trigo, mais rassurez-vous, on n'aura rien à faire dessus quasiment. Mais faites-le quand même assez grand. Quand je dis assez grand, c'est... Ouais, il faut qu'il prenne... je sais pas, on va dire ça sur votre feuille qui fait ça. On va dire que ça prend ça, un quart de feuille. Tout le cercle prend un quart de feuille. Alors ici, nous, ce qu'on a dit... On a dit, du coup, si vous vous souvenez, hein, donc là, je retrace ma droite des réels, vous aussi tracez là. Hein. Donc ici, nous, ce qu'on a dit qu'on prenait un point. Ici, on avait une longueur qui valait x. Donc ici, on a dit que nous, c'était notre point M. Que du coup,
vu qu'ici on part de 0 et qu'on a une abscisse de x, et ben on a la longueur O, on a la longueur ici, entre ce point-là et le point M, on va l'appeler A ici, la longueur AM qui vaut x, on retrouve cette longueur-là sur le cercle, puisque du coup, bah, l'arc de cercle ici vaut aussi x. Si l'arc de cercle ici vaut x, rappelle-toi, on a dit que cet angle-là valait x radians. Ok. Bah, en fait, du coup, et on a dit que ce point M-là avait des abscisses et des ordonnées sur le cercle trigo. Et que mon cercle trigo va de 1 à moins 1 sur l'axe des abscisses, et pareil ici de 1 à moins 1 sur l'axe des ordonnées. Et bien ici, du coup, tu es d'accord avec moi, peu importe où je vais choisir mon point M sur ma droite rouge, et bien il va se retrouver sur le cercle bleu. C'est le but de l'enroulement de la droite autour du cercle trigo. Et s'il se retrouve le point M sur le cercle trigo, et bien ça veut dire que il peut être n'importe où sur ce cercle-là, mais que du coup, au maximum, son abscisse sera de 1. Ce sera quand il sera ici. Au minimum, son abscisse sera de moins 1. Et on a dit que l'abscisse du point M, ça correspondait à cosinus de x. Et ben, du coup, on en déduit que cosinus de x, au maximum, vaudra 1, au minimum, vaudra moins 1. Ça, c'est la première propriété. Cosinus de x, j'oublie le x. Donc, et ça, c'est pour tout réel, pour tout x appartenant à grand R. Donc ici, peu importe la valeur de x qu'on va choisir, eh ben, on aura forcément cosinus de x qui va être compris entre moins 1 et 1. Or, bien sûr, à condition que ta calculatrice, à nouveau, tu l'aies réglée en radians. Pourquoi en radians? Parce que le x qui est ici, c'est pas des degrés, c'est des radians. Même logique ici pour le sinus. Pourquoi? Bah, tout simplement, mon point M, il va être sur le cercle. Ça veut dire que, bah, du coup, l'ordonnée du point M va varier, puisque, bah, des fois il sera haut, des fois il sera bas, au niveau du cercle. Et bah, au maximum, ce sera 1, c'est quand le point M sera ici, et le minimum de l'ordonnée possible, ce sera à cet endroit-là, et ce sera moins 1. Donc, même logique, moins 1, sinus x, 1, pour tout x appartenant à grand R. Ça veut dire, du coup, pour peu importe les valeurs de x, eh ben, tu vas mettre sinus de n'importe quelle valeur que tu veux, à condition que ta calculatrice soit réglée en radians, bien sûr, eh ben, ce sera compris entre moins 1 et 1. Alors que si tu règles ta calculatrice en degrés, eh ben, cosinus et sinus, c'est compris cette fois-ci entre 0 et 1. Donc, fais bien attention au réglage de ta calculatrice, c'est important. Tout simplement, si ici tu as des radians, ta calculatrice, quand tu vas faire ton calcul, c'est des radians. Si ici tu mets des degrés, ta calculatrice, ici tu la règles en degrés. Ok, donc ça c'est la première, ça c'est les deux premières propriétés, ça concerne directement cosinus et sinus, et ça les concerne directement par rapport à la nature du cercle. Vu qu'on a un cercle, et que tous les points de mon axe ici vont se retrouver sur les cercles, et ben au maximum j'aurai 1 en ordonnée, au minimum j'aurai moins 1 en ordonnée, parce que bah, mon cercle, au maximum il va jusqu'à 1 en ordonnée, et au minimum il descend jusqu'à moins 1. Et même logique pour les abscisses. Et en fait, du coup, maintenant on va constater quelque chose. Et ben regarde ce point M qui est ici. Donc ici on a dit qu'il avait une longueur, si tu te rappelles, une abscisse qui correspond à cosinus x. Cosinus x, on le retrouve ici, et on avait dit qu'on retrouvait sinus x au niveau de l'ordonnée. C'est-à-dire que ici, j'ai une longueur qui vaut sinus x. Ok. Ben, imaginons je prolonge ce point-là. Je me retrouve avec le point M'. C'est-à-dire, en fait, concrètement, M', c'est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Et bien, ce point M', t'es d'accord avec moi, il a la même abscisse. Ça, c'est une autre propriété. Et en fait, comment est-ce qu'on peut passer du point M au point M'? Eh ben,
il suffit de faire un tour de... Il suffit de partir de ce point-là. Au lieu d'aller dans les positifs, c'est-à-dire au lieu de rajouter la valeur de x, eh ben on va dans les négatifs. On enlève cette valeur de x. Donc du coup, eh ben on va se retrouver avec quelque chose d'intéressant, qui va être en fait que cosinus x va être égal à cosinus de moins x. Je m'explique. Je me réexplique pour être sûr que tu comprennes bien, parce que c'est important. Ce point-là, pour l'obtenir, j'ai fait une longueur de x en allant dans les positifs. Donc ici, j'ai plus x. Si je veux enrouler dans les négatifs, eh ben je dois aller dans les négatifs ici. Si je veux aller dans les négatifs ici, ben forcément, il me faut un moins. Et ici, je veux la même longueur, puisque c'est un symétrique. Donc forcément, ça va être x. Donc j'ai moins x. Et ben ici, le point M' et le point M sont tous les deux des symétriques. Et tous les deux ont pour abscisse cosinus x. Donc de là, on en déduit que cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Une fonction paire, c'est une fonction pour laquelle l'image d'un nombre et de son opposé, c'est la même chose. Donc par exemple, la fonction x carré, c'est une fonction paire. Parce que quand je prends 3 au carré et moins 3 au carré, j'obtiens les deux 9. En fait, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Tout simplement. Donc ça, c'est une fonction paire. Normalement, c'est une définition qui a été abordée en seconde. Alors, du coup, maintenant, on va regarder. En fait, on peut avoir la même logique. Ici, je regarde mon point M'. Qu'est-ce que tu peux me dire sur son ordonnée? Vu que c'est un symétrique, l'ordonnée qui va être là, l'ordonnée du point M, je te rappelle, on va la lire ici. Normalement, entre là et là, on a la même longueur. Si ici j'ai sinus x comme longueur, et bien ici j'ai moins sinus x. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que... je commence à manquer de place. Bon, ici c'est la suite. Tout simplement, sinus de moins x, ça va être égal à moins sinus x. Je m'explique, pour être sûr que tu comprennes bien. Ici, j'ai moins x en valeur. Mon point M' a pour abscisse... L'abscisse, quand je dis abscisse ici, c'est l'abscisse du point rouge. Mon point M', il est ici. Et il a moins x dans l'abscisse. Ce point M', je le mets sur le cercle. Vu qu'il est sur le cercle, maintenant, je vais pouvoir lui donner des coordonnées à partir du repère bleu, le repère du cercle. Pour le cosinus, ici, je peux tracer l'angle qui va être là. Ici, cet angle-là, c'est moins x. De la même manière qu'au-dessus, c'était x. Et du coup, ce que j'aurai ici, ça va être cosinus de moins x. Mais ce que j'ai ici, c'est aussi cosinus de x. Donc vu que j'ai deux choses égales, c'est pour ça que j'ai écrit cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Maintenant, si je me place, cette fois-ci pour les ordonnées, je reste toujours dans mon triangle rectangle ici. Mon triangle rectangle ici, j'ai un angle de moins x. Donc forcément, j'aurai sinus de moins x. Et ce sinus de moins x, en fait, donc c'est cette longueur-là, c'est-à-dire c'est cette longueur-là. Il se trouve que cette longueur-là, c'est la même chose que celle-là. La longueur, je parle. Cette longueur-là, c'est la même chose que cette longueur-là. Ce qui veut donc dire que, cette fois-ci, si je veux l'ordonnée du point M', ça va être la même chose que l'ordonnée du point M, sauf que je dois rajouter un signe moins, parce que cette fois-ci, je suis du côté négatif. Donc, autrement dit, l'ordonnée du point M', c'est-à-dire cette longueur-là avec le signe, ça va être égal à cette longueur-là avec le signe des négatifs. Donc, sinus moins x est égal à moins sinus x. Ok.
Et j'ai gardé les deux dernières propriétés les plus simples pour la fin. Parce que forcément, enfin, les trois dernières propriétés les plus simples, je les ai gardées pour la fin. Donc, là, je vais effacer celle-là. Et je vais en écrire d'autres. Cosinus x va être égal à cosinus x plus k fois 2pi, avec k appartenant à grand Z. Bah ici, si je compare x et x plus k fois 2pi, ben on avait vu dans la partie 1 qu'en fait, on retombe sur le même nombre, on rajoute juste des tours de cercle. On rajoute k tours de cercle. Si j'ai 3 fois 2pi, c'est-à-dire 6pi, et ben en fait, j'ai juste fait 3 tours de cercle en plus. Donc je retombe au même endroit. Si je retombe au même endroit, bah j'ai les mêmes coordonnées. Donc cosinus, c'est la même chose, et pareil pour sinus. Pareil avec k appartenant à grand Z. Pareil pour le sinus. Ok. Et là, bah, je vais vous redonner une propriété que vous avez notée en troisième, hein, concernant cosinus et sinus. Là, c'est que tout simplement, cos carré de x plus sin carré de x, ça vaudra toujours 1. Toujours, c'est une constante. Alors, pourquoi ça vaut toujours 1? Voilà, pareil, je pourrais faire une petite démonstration pour vous expliquer pourquoi ça vaut toujours 1. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai une petite vidéo en plus pour ceux qui ont envie. Hein. C'est une vidéo qui va durer, sincèrement, ça va durer 5 minutes, hein, pas plus. Et sur laquelle, en fait, je vous explique pourquoi que sinus carré plus sinus carré de x, ça vaut toujours 1. Et bien sûr, on va mettre une petite remarque. Enfin, une petite remarque rappel. Hein. Alors, pour qu'on soit bien d'accord sur ça, ben, quand j'écris cos carré de x, comme je l'ai écrit ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cos de x le tout au carré, c'est-à-dire que c'est cos de x fois cos de x. Le fois, bien sûr, ici, je le mets sous la forme d'un point. D'accord, on est bien d'accord, ces trois choses-là, c'est la même chose. Même logique pour le sinus. Je n'ai pas besoin de le réécrire, je pense. Ok. Donc rassurez-vous, là on a bientôt fini cette première partie de cette deuxième partie du chapitre fonction trigo. Alors je vais juste regarder où j'en suis quand même. Ok, il nous reste encore un petit quart d'heure. Ça va être suffisant puisque là, du coup, on va noter des valeurs particulières. Dans mon cercle, il y a des valeurs qu'on connaît, il y a des valeurs un peu particulières et ça va être des valeurs de référence. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique aussi de les apprendre correctement. Parce que vous allez voir que du coup ça va être des choses un peu à coucher dehors. Bien sûr, à nouveau, je pourrais aussi faire les démonstrations dessus, hein, ou tout simplement vous les donner sous forme papier, les démonstrations. Il n'y a pas de problème. Donc alors on va marquer valeur remarquable de cosinus et sinus. Ici, on va faire un tableau. Ce tableau aura 3 lignes. On aura x pour la première ligne, on aura cos de x pour la deuxième ligne, et on aura sinus de x pour la troisième ligne. Et en fait, du coup,
Je vais faire un petit cercle trigo à côté pour que vous puissiez voir en fait tout simplement ce qu'on fait. Hein. Donc ici, je refais mon petit cercle trigo. Vraiment quand j'ai dit petit, c'est parce que ça va vraiment, il va vraiment être petit. Hein. Donc, je vous rappelle, hein, le X, ça va être l'abscisse du point M, c'est-à-dire en fait cette longueur-là, qu'on va aussi retrouver sur l'arc de cercle, ici, hein, et qu'on va aussi retrouver sur cet angle-là. C'est toujours les trois mêmes valeurs, à condition qu'ici le X soit en radian. Ok. Alors, quand X vaut 0, ça va, je pense. X vaut 0, cette longueur-là vaut 0, bah je suis à cet endroit-là. Quelle est la valeur de cosinus x, c'est-à-dire la valeur de cosinus 0? Ben, ça va être l'abscisse du point ici. L'abscisse, ici, on a dit que c'était 1. Quelle va être son ordonnée? C'est 0. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je crois, normalement, vous en avez que 4. Tellement pas. Ça en avait une cinquième. Ensuite, bah, bien sûr, on va commencer à regarder des valeurs un peu particulières. Et moi, je vous conseille vraiment d'apprendre le tableau sous cette forme-là. C'est-à-dire, vous commencez par le 0. Et après, vous allez prendre les valeurs dans l'ordre décroissante. Vous allez avoir pi sur 6. Vous allez avoir pi sur 4. Vous allez avoir pi sur 3. Vous allez avoir pi sur 2. Et vous aurez pi. Je vérifie que j'en ai oublié aucune. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 et pi. En effet. Et donc, à partir de là, vous allez compléter le pi. Alors, si j'ai pi dans cette valeur-là, c'est que je me retrouve avec un arc de cercle qui vaut pi. C'est-à-dire qu'il vaut la moitié du cercle. Donc, je me retrouve ici. Donc, mon point M se retrouve à cet endroit-là. Quelle est la valeur de cosinus de pi, c'est-à-dire quelle est la valeur de l'abscisse de ce point-là? Bah, l'abscisse, c'est moins 1. Quelle est son ordonnée? Son ordonnée, ça reste 0. En fait, ces deux valeurs-là, vous devez les remplir, et celles qui vont être là, vous allez voir, ça va être des racines carrées, et c'est là où je vais vous donner le moyen mnémotechnique. Ici, il va falloir me faire confiance. Ça va être racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi, 0. Je vérifie quand même. Hein. Et de l'autre côté, en fait, ça va être le contraire. J'aurai encore un 0. Attendez. J'aurai 1, voilà c'est bon, j'aurai 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi. Je vérifie que c'est bien ça, 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi. Ok. Donc du coup en fait, mon moyen mnémotechnique que je vais vous proposer, hein, il va concerner toutes ces cases-là, ces 4 cases-là. Comment se rappeler tout simplement? Alors, on est d'accord, ça concerne ces 4 cases-là, ça veut dire que tout ça est déjà rempli. Pour mon moyen mnémotechnique, il faut que tout ça, ça soit déjà rempli. Et bien en fait, ce que vous allez faire pour cosinus, ça va être toujours une fraction sur 2. En fait, ce sera racine de quelque chose sur 2, et vous allez démarrer à racine de 4. Bah, racine de 4, ça fait 2. 2 sur 2, ça donne 1. Et en fait, pour remplir les valeurs de cosinus, vous démarrez à racine de 4 sur 2 et vous diminuez d'une valeur à chaque fois. Je diminue d'une valeur, ça me donne racine de 3. Je diminue d'une valeur, ça me donne racine de 2. Je diminue d'une autre valeur, ça me donne
racine de 1, il se trouve que racine de 1 c'est 1, donc je récupère mon 1 demi, je diminue d'une autre valeur, ça me donne racine de 0, c'est-à-dire 0 sur 2, et 0 sur 2, et ben ça donne 0. Et de l'autre côté, en fait, vous partez dans l'autre sens, c'est-à-dire que ici, vous démarrez à racine de 4 sur 2, et après, vous diminuez d'une valeur. Voilà. Donc ça, c'est le moyen mnémotechnique que j'avais quand j'étais à votre place, en première, pour apprendre ces valeurs-là. Je construisais mon tableau. En fait, ça, je le connaissais pas. Ça, je le connaissais par cœur. Je savais que, du coup, mon tableau, il avait 3 lignes. X, cos X, sinus X. Bien sûr, je mettais toujours dans cet ordre-là, parce que sinon, si j'inverse sinus X et cosinus X, je vais un peu bugger, je vais me dire merde, c'est lequel où je vais de gauche à droite et c'est lequel où je vais de droite à gauche. Ensuite, je sais que c'est 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi, puisque c'est les valeurs que je dois connaître. Mon pi, le pi il est facile à trouver, Ici, j'ai moins 1, 0, c'est assez logique. Et le pi sur 2, il va me servir en fait, le 0 et le pi sur 2, ils me servent un peu de contrôle, de test, de référence. C'est-à-dire, imaginons des fois, je me suis trompé, au lieu d'aller de gauche à droite ici, je suis allé de droite à gauche. Je vais me retrouver ici avec les deux lignes d'inversé, et donc je vais me retrouver avec 0 en abscisse pour ce point-là. Je vais me dire non, je me suis trompé, j'ai un peu inversé les deux. Donc, ces points-là, et ces points-là, qui sont en fait des points pour lesquels, sur le cercle, vous pouvez lire directement l'abscisse et les ordonnées, servent ici à contrôler la vraisemblance de mes informations. Pareil pour pi sur 2, lui aussi sert aussi à contrôler, puisque pi sur 2 est ici, et ici on sait qu'on a 1 en ordonnée, puisqu'on est au maximum du cercle, 1 en ordonnée, et qu'on a 0 en abscisse, puisqu'on est sur l'axe des ordonnées. Et après, du coup, vous diminuez, vous augmentez correctement. C'est-à-dire que normalement, votre 1, votre 0 et votre 1 ici sont placés. Là où vous avez un 1, vous diminuez. Là où vous avez un 0, vous augmentez. Tout simplement. Vous cassez pas la tête, après vous adaptez comme vous voulez. Ces valeurs-là sont à connaître par cœur, parce qu'en fait, on va les utiliser pour résoudre des équations. Puisque bien sûr, dans ce chapitre-là, on va résoudre des équations impliquant cosinus et sinus. J'avais oublié de souligner le titre. On va utiliser des équations pour résoudre, on va utiliser ces valeurs-là, pour résoudre des équations impliquant cosinus et sinus. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, pour cette vidéo, ce que vous devez connaître, c'est l'abscisse d'un point. Donc ici, en fait, n'importe quel réel qui est sur cette droite-là, quand je le mets sur le cercle, il aura une abscisse et une ordonnée du cercle, c'est-à-dire en bleu. Et l'abscisse correspond à cosinus x, où x, c'est l'abscisse en rouge. Donc il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire, en fait, c'est l'angle ici en radian. Et même chose pour l'ordonnée. Son ordonnée, sauf que ce sera sinus x. La deuxième chose que vous devez connaître, c'est les 5 propriétés qu'on a notées. Et qui découlent, en fait, de ce cercle trigo-là et de ses particularités. Et la troisième chose que vous devez connaître, c'est bien sûr ce tableau-là et les valeurs. Donc, je vous laisserai apprendre ça, vu que j'ai du coup eu un jour de retard, parce que normalement la vidéo aurait dû être hier, du coup je vais pas vous donner d'exercice. On va s'arrêter là, ça va être une vidéo assez chill, assez tranquille, étant donné que du coup vous avez un jour de moins pour la regarder, un jour de moins pour bien apprendre le cours et bien le comprendre. Alors je sais que cette partie-là n'est pas forcément la plus facile. S'il y en a qui ont du mal, sincèrement, fractionnez la vidéo, regardez-la morceau par morceau, et n'hésitez pas à la regarder plus d'une fois. Parce que tout le monde ne va pas comprendre du premier coup. De la même manière que quand on est en classe, je dois parfois réexpliquer plusieurs fois la même chose avant que ça tilte chez certains ou chez certaines, ce qui est normal. Si vous comprenez tout d'un coup, sincèrement, si vous compreniez tout d'un coup, moi je serai en chômage technique la moitié de l'année. Donc grâce à vous, j'ai quand même la moitié de l'année où je suis payé. Donc c'est sympa. C'est pas pour autant que je vais partager ma thune avec vous, on est bien d'accord. Mais c'est juste pour vous dire que c'est dans la nature humaine, c'est normal de ne pas comprendre du premier coup. Heureusement, parfois on a des coups de génie, on comprend du premier coup. Et donc du coup, si on comprend pas du premier coup, il faut se remettre une deuxième fois, voire une troisième fois, voire une quatrième. Tant qu'on n'a pas compris, il faut revoir. Si par contre, au bout d'un moment, vous sentez que ça rentre toujours pas,
envoyez-moi un message, moi j'essaierai de vous réexpliquer en direct. D'accord? Et bah du coup, moi je vous souhaite une excellente journée les premières. Profitez de ce retour au travail. Et puis bah, passez une bonne journée. Au revoir.